Un pays. Voilà, c'est le terme qui, à mon avis, le définit le mieux, comme il définit d'autres pays. C'est une euh, région définie par un périmètre géographique au sein duquel vit un peuple. Euh, c'est une construction ancienne, c'est une construction qui s'enracine dans la longue durée et qui a, dans cette longue durée, construit un certain nombre d'identités, un certain nombre de fonctionnements qui en font quelque chose de finalement très solide. C'est la perception que j'en ai, c'est aussi ma relation affective, parce que c'est quelque chose qu'on peut identifier, on peut en faire un sujet philosophique, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, il a aujourd'hui la forme d'une république parce que c'est son histoire, une histoire particulière liée au fait que c'est un carrefour. Le peuple français est assez ethniquement hétérogène, avec une véritable capacité à intégrer, à prendre, je veux dire, la richesse de ce que les autres peuvent lui apporter, mais qui est toujours réussi à tenir, qui a toujours réussi à tenir parce qu'il disposait d'un État fort. C'est ce qu'avait compris Louis XI déjà au départ, Louis XIV évidemment, et les constituants de la Révolution française, qui ont essayé à plusieurs reprises de trouver l'outil juridique leur permettant de mettre en place cet outil particulier qu'est l'État-nation territorial. Alors j'ajouterais à ce stade que la France est un pays assez particulier, justement, à cause de ces facteurs, qui a quand même trouvé le moyen de faire une révolution et qui a envoyé un message au monde. C'est-à-dire qui a fait théoriser, installer la notion de peuple souverain. C'est-à-dire que le peuple, en tant qu'entité définie, a remplacé les rois qui auparavant étaient l'incarnation de ces pays et de ces nations. Donc cette forme, d'ailleurs ce qui est assez paradoxal, c'est que les Français ont envoyé ce message qui a été reçu par le monde entier, et puis ils ont quand même mis presque 100 ans à instaurer la République dont ils avaient été les initiateurs de la théorie, ce que je trouve assez extraordinaire. Et quelle République? La Troisième République, qui est un peu brinque-ballante, et qui n'était pas un modèle de solidité. Ben moi j'ai un avantage, c'est que j'appartiens à une famille très ancienne, qui est enracinée dans ce pays depuis très longtemps, qui peut en justifier. C'est pas une question de fierté particulière, c'est parfois un statut qui est lourd à porter, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc ça me donne effectivement un rapport particulier à cette notion de durée. Moi je pense qu'aujourd'hui on dit que la France est abîmée, c'est vrai, on dit que la France est affaiblie, c'est vrai, Régis Debray dit qu'elle est sortie de l'histoire, je ne crois pas, mais en tout cas je pense que cette particularité française, cet État-nation territorial avec ses caractéristiques, la place qu'il a dans le monde, est fait pour durer, si justement le peuple français fait ce qu'il faut pour le préserver. Vous êtes membre du peuple français. Totalement, totalement. Je veux dire, ça relève presque du pacte, qui a été signé avec le prix du sang. Moi, j'ai été très marqué par mon éducation, par les conséquences des 2 guerres mondiales, et donc j'appartiens à ce peuple. Et d'ailleurs, j'ai été éduqué, c'est très intéressant, avec des valeurs très anciennes, parfois des modèles un peu dépassés, mais il y avait toujours le grand respect du peuple. On était différents, mais on appartenait à ce peuple et on avait des devoirs vis-à-vis de lui. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, et je dirais que l'attachement à ce peuple, il est très affectif. Moi, vous sortez un drapeau bleu, blanc, rouge et vous chantez la Marseillaise, je suis extrêmement ému. Mais attendez, internationalisme, ça veut dire quoi? Internationalisme. Moi, je ne suis pas transnationaliste comme les gauchistes ou comme le Capital, je ne suis pas transnationaliste. L'internationalisme, d'ailleurs Jaurès l'avait également bien défini, l'internationalisme c'est entre les nations. La forme État-nation territoriale qui a été celle que le capitalisme et la révolution industrielle ont réussi à instaurer, qui a été l'espace de la délibération démocratique, l'espace de l'élaboration des compromis, l'espace où s'est passée la lutte des classes. Je crois que chaque pays a sa particularité, a son histoire. Donc on ne va pas faire un pays unique à l'échelle de la planète, mais c'est un rêve absurde. Le peuple français fait encore des siennes. C'est-à-dire que ce peuple a un problème avec la réforme, il a un problème
avec une façon apaisée, comme souvent les Britanniques par exemple, une façon apaisée, et je dirais dans un fonctionnement démocratique apaisé, à régler les problèmes qui peuvent se poser, liés des problèmes de toute nature. Les Français sont en général adeptes du réajustement brutal. Comme en mai 68 que j'ai connu, on avait le réajustement brutal qui a pris des formes particulières des 30 glorieuses. C'est-à-dire que les baby-boomers et les ouvriers voulaient toucher les dividendes de cette période particulière. Cette fois-ci, je pense que le peuple français est en train de se révolter contre un cycle de 40 ans qui a abîmé ce pays, qui a créé des conditions qui les inquiètent sur leur identité, sur leur avenir, sur celui de leurs enfants. Et donc, c'est un rejet, non pas du macronisme d'1 an et demi, c'est un rejet de 40 ans de dévalorisation de ce pays et de ce sentiment qu'on leur a donné qu'il était sur une pente déclinante. Alors, je vais revenir à ma référence de mai 68. Je me rappelle très très bien de la période, j'avais 18 ans, et on se posait beaucoup de questions. C'est-à-dire tout ce qui s'est produit, personne n'avait été capable de le prévoir à chaque étape, y compris le départ de Charles de Gaulle à Baden-Baden. On disait, ça y est, le pouvoir est à prendre. François Mitterrand faisait une conférence de presse en disant, c'est pour moi, etc., etc. Et le patron est revenu et tout le monde s'est mis au garde à vous. Donc, et c'était absolument pas prévu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que Jean-Claude Michel a raison en disant que le peuple est sorti de son lit comme un fleuve et qu'il n'est pas prêt d'y rentrer. Donc, quelles seront les solutions qui seront trouvées, quels processus seront engagés, mais je ne sais pas, mais je pense que de toute façon, rien ne sera plus comme avant. C'est fini. Je pense que cette phase est véritablement terminée. Les dominants ont cru qu'ils allaient échapper à ce qui se passe partout, cette remise en cause par les peuples de cette mondialisation libérale. Eh bien, on nous a présenté Macron comme le moyen de ne pas passer à cette remise en cause. C'était une erreur et qu'on est en train, enfin ceux-là, ces dominants sont en train de payer très cher. Je pense que les violences, moi c'est d'expérience, que j'ai pas mal travaillé sur ces questions, les violences, c'est le pouvoir qui va décider s'il y a des violences ou pas. Si le pouvoir décide de ne pas se livrer à des provocations, de ne pas faire des déploiements de force avec des consignes absurdes ou, elles, carrément violentes, je pense qu'il n'y aura pas de réaction violente. Il y aura probablement des débordements, c'est possible, avec des racailles venus de banlieue, avec des groupes de provocateurs Black Bloc, c'est tout à fait possible. Mais si le pouvoir ne décide pas d'affronter de face et brutalement ce mouvement, je pense qu'il peut ne pas y avoir de violence. En revanche, je ne sais pas si ce pouvoir est prêt. Quand j'entends dire qu'il faut faire venir l'armée, comme disait un gradé, c'est vouloir que le sang coule. Je veux dire, il va falloir que ceux qui sont prêts ou qui veulent la théorie du chaos parce qu'ils ont peur, il va falloir qu'ils fassent très très attention. Est-ce qu'il peut prendre une forme institutionnelle particulière? C'est ça. Bon, soyons clairs, la gauche n'existe plus. Ou ce qu'il en reste, c'est une frange de la population totalement asservie au macronisme, ce qu'on appelle la gauche culturelle. Alors demain, ils vont faire une manifestation pour le climat. La semaine dernière, c'était une manifestation contre les violences faites aux femmes, qui sont à chaque fois des initiatives destinées à montrer qu'ils sont différents et à continuer à imposer cette domination, cette dictature culturelle particulière. Donc, je pense que, pardon, la façon dont politiquement les choses vont se passer est difficile à entrevoir. Mais ce que je sais, il y a des principes. Ce mouvement saura trouver en lui les ressources, saura produire des gens qui seront capables de prendre un certain nombre de choses en charge. Vous savez, De Gaulle disait, un destin, c'est la rencontre d'un caractère et des circonstances. Là, on voit déjà, dans ceux qu'on entend parfois, qui sont interviewés, etc., on voit déjà des gens émerger, qui étaient chez eux, pas spécialement signalés, et qui montrent qu'ils ont les épaules et qui peuvent se transformer en leader, en homme d'État pour certains. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur cette capacité du mouvement à produire ses propres forces. Quand vous regardez les accélérations de l'histoire, alors on va parler bien évidemment de la révolution de 89, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que le personnel qui arrive en 89 et qui transforme les États généraux en Assemblée nationale, je veux dire, les gens qui étaient un peu à la manœuvre vont vite disparaître et vont émerger des jeunes.
Hein, bon, ce sera pareil d'ailleurs avec le bonapartisme dans une, comment dire, une situation un petit peu différente. On faisait une comparaison entre Staline et Bonaparte qui disait de fils de vacher, il avait fait des généraux, des maréchaux, pardon, parce qu'ils étaient des maréchaux. Donc, c'est pas ça l'objectif, c'est pas ce que je veux dire, mais la Révolution française montre bien que vous avez des gars sortis du rang, hein, mais qui sont devenus les patrons. Ben, écoutez, je crois que le macronisme que je vais qualifier de tentative de faire durer le système, encore une minute, monsieur le bourreau, ira à l'échec. Il ira à l'échec, il ne peut pas marcher. Les gens ne le veulent pas. La haine que suscite Macron, c'est pas seulement son personnage arrogant, dur avec les petits, etc. Mais il incarne aujourd'hui la totalité du système. C'est lui avec ses ministres imbéciles autour de lui, etc. Donc elle se concentre. Je pense que politiquement, il est mort et c'est normal. Parce qu'on nous a servi ce que j'ai toujours dit depuis le premier jour, un gars sorti de nulle part par l'intermédiaire d'un coup d'État en partie judiciaire. Et par conséquent, l'illégitimité politique, déjà juridique, je la trouve très faible, mais politique, elle est nulle. Donc, je pense que c'est une impasse. Qu'est-ce qu'il en ressortira derrière? Je crois qu'on va avoir un retour, une réaction incontestablement. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera un gouvernement de droite ou une ligne de droite, mais il va y avoir une réaction pour la restauration d'un certain nombre de choses. Et je trouve ça personnellement souhaitable lorsque je vois tout un tas de dérives sociétalistes auxquelles on a été confronté et dont les gens ne veulent pas. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et on voit les contradictions aux États-Unis, qui est un pays complètement différent, bien sûr. Hein. Je pense que dans 3-5 ans, l'épisode Macron, qui sera cuisant pour ceux qui l'ont mis en place, étant terminé, on aura quelque chose, une forme de stabilisation qui se fera autour d'un retour à des valeurs républicaines, à des traditions républicaines. Vous savez, au pouvoir, le macronisme, c'était la fusion du bloc bourgeois légitimiste et du bloc bourgeois orléaniste, la vieille histoire qui fonctionne toujours. Je pense que la bourgeoisie nationale va se trouver confrontée à de nouvelles responsabilités et on va lui demander de les assumer. Hein, il ne va pas y avoir une révolution communiste avec l'instauration de la dictature du prolétariat, ça c'est fini, ça ne se reproduira plus, mais en revanche, on va demander à un certain nombre de forces vives de ce pays qui peuvent avoir légitimement, dans la mesure où elles en ont les capacités, les moyens de le faire tourner, on va leur demander, en étant exigeant, de les prendre, ces responsabilités, et pas de se laisser avoir par des expédients comme l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, on peut les sauver, mais à condition de bien voir ce qui est en train de se passer. La fraternité, elle est en train de réémerger avec cette histoire des gilets jaunes. Tout d'un coup, il y a une cristallisation, les gens vont se constituer, non pas une conscience de classe, mais une conscience de peuple. Ils sont en train de la reconstruire. Hein, et parce qu'ils savent qu'ils sont pareils, que jeu est un jeu et certes un autre, mais que l'autre est un jeu aussi, etc. Donc ça c'est le premier point. Égalité, c'est la grande question aujourd'hui, c'est la grande question. Les inégalités sont devenues insupportables, elles sont devenues insupportables au plan objectif, mais elles sont devenues insupportables dans le vécu des gens. Il y a une demande de nuit du 4 août, parce que si vous voulez, on a au pouvoir, mais c'est l'orléanisme, un ramassis de parvenus que les gens ne supportent plus. Ils sont prêts à faire des sacrifices, ils sont prêts à considérer qu'il est normal qu'ils ne soient pas plus riches que le voisin, etc. Mais ils ne veulent pas qu'on les traite de haut, ça c'est très important. Quant aux libertés, le système actuel, le macronisme, il porte atteinte tous les jours. Moi, c'est un de mes combats depuis une dizaine d'années, la restriction des libertés par peur du démos, par peur du peuple, hein, la restriction des libertés dans la démocratie française est un problème grave. Et j'espère que justement ce tremblement d'histoire qui est en train de se produire, parce que c'est un phénomène quand même assez important, c'est un choc, hein, j'espère que ça va permettre de regarder à nouveau les libertés comme un acquis extrêmement précieux et qu'il ne faut pas le laisser mettre en cause ainsi qu'il l'a été depuis une dizaine d'années.